Vous écoutez ou contemplez De D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas aujourd'hui. Nous sommes le 29 septembre 2020 et voici 2D6 Plus Sharp, l'arbre des 7 pendus. Dissonance ludonarrative. Derrière ce titre aussi obscur que putaclic se cache le débrief du débrief de nos aventures de D&D 5. Ici, votre serviteur Volsung fait face seul à Fan, notre sulfureux meneur, et tâche de lui arracher secrets, contradictions, anecdotes et ressentis autour de l'arbre des 7 pendus. Le tout dans un tourbillon de digressions et d'affirmations péremptoires d'une arrogance incroyable qui ont été en majeure partie coupées au montage. J'espère que vous y trouverez un quelconque intérêt. Si tout va bien, la semaine prochaine débute une toute nouvelle aventure qui sent fort la vieille école. Au-delà devrait être joué et publié le final de l'aventure Wasburg, que je vous encourage à déguster si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est guère étonnant, la chaîne YouTube peine à rattraper son jumeau podcastique. Cependant, elle pourrait enfin passer un premier cap emblématique des 1000 abonnés. Aussi, si vous voulez montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affinité. À bientôt sur nos ondes. Des bises et bonne écoute. L'arbre des 7 pendus s'est achevé. Oui, Et tu étais absent lors du débrief pour des raisons plutôt louables. j'ai d'autres brebis. Tout à fait. Donc, quel est ton sentiment sur notre aventure et plus encore sur la dernière session ? Alors, je vais te dire exactement ce que je pense. Tu m'as demandé un service. J'ai juste demandé de venir parce que ça me faisait plaisir. Et donc, j'ai pris un scénario très simple, qui avait bien marché la première fois, parce que j'avais les joueurs adéquats. En fait, les scénarios ne marchent bien que si tu as les bons joueurs pour le faire. Et donc, celui-là, il a l'avantage de... Il se suffit à lui-même, c'est un one-shot, on va dire. Et il est simple, il y a un petit peu d'émotion, il n'y a pas beaucoup de PNJ, ce qui est très rare chez moi. Tu te souviens, hein, quand on jouait à Cyberpunk, c'était... Oui. Ça en finissait pas les PNJ, quoi. Et Harmonie aussi. Et Harmonie aussi. Là, il y en a très très peu, c'est un huis clos en vérité, même si ça se passe à l'extérieur, ça reste quand même un huis clos. Et ce qui me permet de me concentrer donc sur le personnage du Gregory, qui est un personnage que j'aime bien. D'ailleurs, c'était amusant, dans ses manies de langage, il disait le mot « monsieur Monsieur, oui. ». Tu vois ? Et tu en as parlé dans un épisode de D6 Plus Sharp précédent en parlant du fait de donner de la personnalité à un PNJ rien qu'avec un tic de langage. Parce que, tu vois, le monsieur, c'est plus réfléchi qu'on imagine, on va dire. C'est qu'en utilisant ce terme-là, tu vois, c'est un terme qu'on associe souvent à, je sais pas, un paysan ou un homme simple qui va parler à une personne qui l'impressionne par son savoir, à un bourgeois, on va dire comme ça. Et du coup, il se place immédiatement en dessous de la personne, et ce faisant, il se présente comme inoffensif. Alors qu'il était tout sauf inoffensif, oui, c'est très très bien vu. C'est redoutable, en fait, par un simple effet de langage, de réussir à manipuler les joueurs. Essaie d'imaginer un grand méchant, vraiment le big méchant, mais qui sait se cacher, Kaiser Soze, tu vois, et tu le fais sauter. Personne ne le prend en sérieux. Et du coup, tu peux facilement le faire passer pour un personnage qui est inoffensif. Là, c'était un petit peu pareil. Donc revenons à nos moutons, je vois dans quelles conditions tu as proposé cette partie-là parmi tant d'autres, parce que je veux dire, bon voilà quoi, il y a 20 ans tu étais mon meneur et que tu avais plein de choses à bouffer, tu as dû en accumuler des one-shots dans ton coffre, comme beaucoup de meneurs que tu pouvais du coup dépoussiérer et rendre comme neuf pour notre enregistrement. Pas tant que ça, je suis plus un joueur de campagne. Parce que là, on va s'éloigner de cette question-là, qui était ton sentiment sur l'aventure et sur la dernière session. Dernière session, j'étais fatigué. J'étais pas motivé. Vous m'avez un peu imposé la date. Et c'est pas que ça m'arrangeait pas, c'est que voilà, j'étais pas dans le mood. Donc, comme je voyais gros comme une maison, qu'on n'allait pas finir en une seule séance, écoute, je suis allé à la truelle, hein. C'est très triste, parce que je me rappelle que tu m'avais dit ça en off après coup, j'étais horrifié d'apprendre que tu avais eu une pseudo-nuit blanche la veille de la partie. J'ai déjà annulé des parties pour moins que ça. Et tu vois, ça me renseigne sur deux choses. La première, c'est que par politesse, t'as pas voulu me signaler que t'étais pas en état. Alors que bon, j'ai pas envie d'infliger des corvées aux gens. Je veux dire, t'as les parties qui se sont achevées parce que la tablée ne s'y retrouvait plus. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Je prétends devoir des choses au public, mais pas au détriment de la santé ou du plaisir de ma tablée.
Oh, ça, c'est le premier élément, parce qu'il y a un deuxième élément par derrière. Et le fait de rusher la partie pour en finir, c'est d'une tristesse folle. Pas vraiment, parce que là, dans le cas présent, le deuxième élément qui rentre en compte, c'est qu'il n'y avait plus grand-chose à dire. Eh bien, je ne suis pas d'accord, mais on y reviendra plus tard parce que ça fait partie des choses que je voulais aborder. Bah, tout ce qui restait à faire dans cette dernière session, c'était la confrontation avec Grégory. Qui aurait pu être une confrontation qui serait passée pacifiquement, c'était pas impossible. Et ce qui vous en donnait un petit peu plus d'informations. Mais c'est tout simplement, les choses sont pas bien goupillées dans le scénar. Pas bien goupillées, c'est-à-dire il n'y a rien de grave. C'est juste qu'il y avait des infos qui n'ont pas été trouvées, des mini-quêtes qui n'ont pas été faites. Et du coup, c'est vrai que peut-être que vous repartez avec le sentiment de ne pas avoir eu le fin mot de l'histoire. Et même si ça encore, c'est pas très grave, puisque vous n'êtes pas des enquêteurs, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, vous pouvez parfaitement finir l'histoire sans avoir tous les détails, on va dire. Et voyant comment s'était développée l'histoire, et voyant comment se développait la fin de l'histoire, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. J'ai énormément de choses à dire. Je suis pas d'accord. Je pense que tout ce qui restait à dire, c'était une saison 6 de She-Ra. La saison de trop ? C'était pas nécessaire. Après, si on me sort une saison 6 de She-Ra, j'égorge un poulet à un dieu fou et aveugle, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'était pas nécessaire et ça aurait été de la redite et ça aurait été du truc un petit peu lourdingue. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi avoir baissé les bras et ne pas tenter de rendre la partie magistrale quoi qu'il arrive ? Pourquoi accepter ce constat d'échec ? Parce que je veux dire, il n'y a rien de plus mouvant qu'une partie de jeu de rôle, elle peut aller dans toutes les directions. Donc ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est, elle est plus technique, c'est pourquoi est-ce qu'on est passé à côté des mini-quêtes ? Mais commence par répondre à la première. Qu'est-ce que tu entends par magistral ? Quand je fais une partie de jeu de rôle, j'ai envie de m'éclater le plus possible, parce que c'est une pratique qui peut surpasser toutes les autres quand elle sonne juste, quoi. Donc, alors, je dis ça alors que je ne me suis pas donné les moyens de m'éclater lors de la deuxième partie. Ce fameux moment où je bride mon roleplay en me disant que voilà, il faut que le plot avance, et du coup, je me suis gâché mon fun. Donc, c'est une belle contradiction. Mais dans l'absolu... On n'est pas à une contradiction près. Mais bon, il faut quand même tâcher de donner tout ce qu'on a pour s'éclater, idéalement. Donc... pourquoi j'ai cette sensation que t'as un peu baissé les bras en te disant bon, ils sont partis à côté des trucs, c'est pas des enquêteurs, tant pis, on va finir le truc à la truelle dans un podcast qui prétend jouer en performance, offrir une certaine performance, un certain divertissement, n'est-ce pas, proche des livres audio. Pédant. Oui, je sais. C'est pour ça que je prends cette voie-là, du coup, au moins ça ne trompe personne. Ça me fait un peu mal au cul parce que ça me ramène aussi à cette phrase qui m'a aussi fait beaucoup de mal quand tu m'as dit j'étais là pour te rendre un service plutôt que pour m'amuser. C'est une tristesse. Si ça te fait chier, il fallait pas venir. On s'arrêtait là et puis c'était pas grave. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine. Enfin, de la peine, c'est pas mon intention. Mais tu me connais, c'est mon côté un peu franc. Oui, je sais. Je te connais. Je suis très mauvais à la dissimulation. D'ailleurs, je me sais même pas parce que c'est... J'apprécie la franchise, tu sais. Et alors, je vais essayer de répondre à ta question. De pourquoi j'ai baissé les bras. Parce que tu penses que j'ai baissé les bras. Attention, si tu as baissé les bras, j'en sais rien. Deux réponses sont complètement opposées, les deux. La première, je te rappelle que j'étais fatigué. Oui. Et quand t'es fatigué, t'es moins patient, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le deuxième, il y a aussi, c'est une question de ton. Le scénar ne fonctionne bien que si tu arrives à... C'est comme un film de zombies. Et d'ailleurs, ça tombe bien, il y avait des zombies dedans. Un bon film de zombies n'est pas un film d'horreur. Un bon film de zombies, c'est pas un truc où il y a des tripes qui volent dans tous les sens avec des gunfights et des trucs comme ça. Un bon film de zombies, c'est de réussir à créer un sentiment. Pas un sentiment d'horreur, un sentiment. Et Romero, il est très fort pour y arriver. Tous ceux qui sont risqués après, la plupart du temps, ils ont échoué. Bah, lui, il a toujours misé sur la critique de la société, quoi. C'est ça, mais il arrive à poser un... Il faut vraiment regarder en détail le Dawn of the Dead, la version remasterisée par Dario Argento, qui est malheureusement meilleure que celle de Romero. Romero lui-même l'ayant avoué. Mais après, c'est Dario Argento. Il te montre un film de vacances, c'est génial. Où il va réussir à te montrer ce que c'est un zombie apocalypse. Et il va te le montrer de façon... comment pourrais-je dire ?
c'est difficile à décrire. C'est vraiment un sentiment. De façon où la société est détruite, et tout ce que faisait la société est détruite. Ce qu'il y avait de mal, mais ce qu'il y avait de bien. Et ce qu'il y avait de bien, c'était cette société où les gens... cette immense rencontre de gens qui crée de la joie, finalement. Les gens créent de la joie. Et t'as tout un passage dans le film qui te montre les héros, ils sont enfermés dans leur supermarché, ils ont tout ce qu'ils veulent, quoi. Et il y a le fantasme américain de vivre dans un supermarché. C'est un fantasme consumériste, quoi. Et ils ont enfin leur fantasme de vivre dans un supermarché, et ils s'emmerdent. Et t'as toute une partie du film, ça dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes, où ils s'emmerdent, et ils te le montrent. Et ils te le montrent super bien. Où tu t'aperçois que ce qu'ils ont perdu, c'est pas le confort, c'est pas la sécurité, c'est rien de tout ça. Ce sont les interactions sociales qu'ils ont perdues. Et c'est ça qui les mine. C'est génialement fait, quoi. C'est vrai. Non, Romero, c'est vraiment un très très bon, un très grand. C'est un film avec 3 bouts de ficelle et une caméra V8, quoi. C'est vrai aussi. Mais en fait, c'est vraiment super bien fait. Ça décrit énormément de choses. Et donc, pour venir à l'Arbre des Saints pendus, voilà, je voulais y mettre un ton. Et le ton, c'est un ton de pathétique, de pathétisme. Un ton pathétique. Voilà, on va être plus simple dans le phrasé. Et c'est une histoire pathétique, un truc comme ça. C'est l'histoire de quelqu'un qui voulait pas, qui a quitté sa famille parce qu'il s'emmerdait. Et il est allé il est parti à l'aventure, il a fait des erreurs. Il s'est vanté auprès de ses amis de venir d'une famille très riche. Il a accumulé des dettes. Ils sont revenus, c'est parti en live. Toute sa famille est morte. Il a dénoncé ses collègues en oubliant de dire qu'il faisait partie d'eux, hein, quand même. Comment pourrais-je dire, au tribun local. Donc il a perdu ses amis, il a tout perdu, le mec. Il a tout perdu sur des erreurs bêtes, sur des mensonges, des petits mensonges, des petites omissions, des petites lâchetés, tu vois. Et il vit avec ça depuis cette époque-là, et avec le fait que sa famille vient le hanter tous les jours. Et ce personnage-là, il arrive même pas à s'en aller. Il est accroché au lieu de son crime qui tue. C'est même pas un crime, c'est une erreur, tu vois ce que je veux dire. C'est tout ça est grotesque. Tout ça aurait pu clairement être évité. Et il fallait réussir à donner ce sentiment de voir un énorme, magnifique gâchis. Et du coup, la fin, c'est pas si mal passé que ça, dans le sens où c'est pas un combat épique. Grégory a une fin assez misérable, on va dire, où il a même pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé. En fait, sa mort est à l'image de sa vie. Et l'idée était de donner ce sentiment, un sentiment pathétique, quoi, d'inspirer à la fois la tristesse et la pitié. C'était ça que j'essayais de faire dans l'ensemble de l'histoire. Et tout était fait pour aller dans ce sens-là. Un vieil homme fatigué, une maison bien entretenue, mais qui a perdu sa grandeur, des zombies qui sont pas vraiment méchants, quoi. Et qui sont complètement nuls, on va dire, ils sont complètement impotents, quoi. Bah, je trouve ça excellent, et du coup, comment ne pas avoir cette sensation de gâchis en l'ayant joué à moitié, quoi, la fin. Cette fin qui se dégonfle un peu, où on a perdu la richesse des débuts, que beaucoup soulignent. Hein. Tu peux l'avoir aussi via cet élément. Une fin ratée, bon, elle n'est pas si ratée que ça, hein, soyons honnêtes. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire d'autre. J'en suis pas si sûr, parce que... Une fin ratée va très bien avec une vie ratée. Je trouve ça intéressant. C'est affreux, parce que je l'ai sur le bout de la langue. Il me semble qu'il y a un film qui a joué sur ce postulat-là, tu vois, où tu le vois, t'es un peu blasé, et en fait, quand tu comprends l'intention de l'auteur, tu trouves ça génial. Et ben, en fait, j'arrive pas à retrouver le nom de ce film, en même temps qu'il existe. De faire une histoire qui commence mal, qui continue mal et qui finit mal. Mais là, ça finit pas mal pour vous. Vous, ça va, vous en sortez... Tu n'en sais rien, tu n'étais pas là pour l'épilogue. Tout à fait. Nos personnages n'étaient pas assez importants, à tes yeux. Non, c'est très méchant ce film. Bien sûr. C'est très méchant et c'est pas vrai. Mais voilà, là j'essaie de me justifier, hein, parce qu'en vrai, j'étais fatigué et j'étais pas... Je voulais que ça finisse, je voulais pas faire une séance de plus. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. J'essaierai de ne plus me faire avoir, parce que voilà, je veux plus que ça arrive, je veux plus que quelqu'un joue... Alors c'est pas à la dégoûter, t'as un grand mot, mais voilà quoi. Je veux pas qu'une partie se fasse malgré les intéressés. Après, évidemment, avec le recul, l'histoire était très très différente. Si elle avait un prénom d'ailleurs, la petite zombie.
là, je vais pas retirer. Mon scénario est devant moi, mais j'ai posé 30 figurines dessus. On va éviter de le déplacer. L'histoire était très différente si la nana était rentrée en contact avec toi ou avec ta... Je n'y ai cessé d'y penser. Et ça aurait pu avoir des... C'est ça, le scénario, il est bien pour ça. C'est que, franchement, la première fois que je l'ai fait, vous l'avez joué. Tu tacles la question que je voulais te poser, parce que, naturellement, L'Arbre de la Sept Pendules, on n'est pas à son premier essai. C'est le deuxième. Voilà, donc, qu'est-ce que ça a donné lorsque tu as mené ce scénario IRL ? Le what if, je suis très très curieux. C'était pas les mêmes personnages, ils étaient que 2, et eux c'était des mercenaires qui étaient embauchés par des marchands. Donc eux ils jouaient... Vigo et Krell. C'était pas du tout les mêmes, hein. C'était deux personnes très très différentes. Et donc ils accompagnaient des marchands, donc eux ils sont pas retrouvés une petite famille dans une auberge isolée, ils se sont retrouvés à une vingtaine, trentaine de personnes. C'était un convoi de marchands. Donc déjà l'ambiance n'était pas exactement la même. Ils ont beaucoup plus parlé avec Grégory et surtout c'est que le personnage qui est rentré en contact via les rêves avec le fantôme, lui il s'est pas contenté de recevoir le message du fantôme. Il a tout fait pour essayer d'en savoir plus. Et il a trouvé le médaillon que le fantôme lui avait montré. Et ce médaillon te permet de rentrer en contact, on va dire, avec le fantôme. Il a pu discuter avec. Et donc, le scénario s'est pas passé de la même façon. Oh. Et alors, sans aller jusqu'à l'illusionnisme, mais bon, t'en as toujours un petit peu, il n'y avait pas moyen de nous faire les appels de phare ? Ça aurait été beaucoup trop artificiel. Je veux dire, ça fait partie du deal aussi, de temps à autre. C'était pas inintéressant pour moi de le faire de façon différente aussi. Oui, bien sûr. T'as aussi envie de te dépayser un peu à partir du moment où t'as déjà vécu cette aventure, mais... Lisez faire 2 fois la même chose, c'est pas intéressant. J'imagine. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce qui se serait passé si, lorsque Grégory m'a proposé de discuter un peu, parce que j'avais l'air troublé par mes soucis de famille, et en plus, il m'a tendu une perche en disant... non, c'était à Georgio, qu'il a dit faut faire gaffe, faut tenir sa famille parce que parfois c'est tout ce qui nous reste, ou il a dit quelque chose comme ça dans ce genre-là. Si j'avais pris la peine de discuter avec le petit grand-père, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Peut-être. Ah là 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 là. Quelle torture. Par contre, du coup c'est très intéressant. Mais à partir du moment où il y avait autant de monde dans l'expédition, Grégory a vraiment tenté son stratagème avec l'ours en espérant justement que les gens ne viennent plus le faire chier. Non, ça il a pas tenté ce truc-là. Mais tout simplement, il a joué sur un truc qui ne joue pas sur les PJ, mais qui joue sur les PNJ. Puisque là, il y avait des PNJ, beaucoup de PNJ avec. Mm-hmm. C'est que, confronté à une scène aussi horrible que l'Arbre des Sept Pendules, les PJ restent des PJ. C'est-à-dire, ils peuvent simuler la peur, mais en vérité, leur personnage reste tout à fait... fonctionnel. Là, tout simplement, c'est que les PNJ se sont barrés. Ouais, les noms morts, ça bouge, c'est pas catholique, fuyant. Et donc, du coup, les joueurs, ils ont suivi tout simplement leur patron, quoi. Donc, ça c'est pas... Après, ils sont revenus, Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette manie qu'ont les joueurs de mettre le feu à tout, c'est assez remarquable. C'est pas moi qui ai proposé. Juste pour revenir une dernière fois sur la question, t'as quand même employé le mot mini-quête. Les mini-quêtes qui n'ont pas été jouées. Ça donne vraiment l'impression qu'on n'a pas vu l'item en surbrillance, tu vois. Et qu'on est... Voilà. Ça donne presque l'impression qu'on a merdé. Il y a plusieurs mini-quêtes qui étaient en place, mais... Quelles sont-elles ? Je vous ai mis quelques perches, mais j'ai pas insisté non plus. Le fait est aussi que, et c'est aussi ça qui a teinté toute la partie, et aussi nos attentes, c'est qu'en mettant en place cette famille, bon, quand tu nous as proposé de jouer une famille, c'est moi qui ai mis en place le côté dysfonctionnel toxique pour faire du drama, parce que j'aime ça. Et du coup, c'est ça qui a motivé tout, tu vois. On voulait retrouver tonton Lothar, on s'engueule, etc., surtout au moment inopportun. Et parce que c'est ce qui était mis en place au début, avant que le scénario débute réellement, il y avait déjà ça qui était mis en place, et du coup ça ne pouvait qu'avoir l'ascendant sur le reste. Donc on avait de quoi effectivement passer à côté des items en surveillance. Tu te justifies comme tu veux, mais tu n'as pas à te justifier. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as loupé des trucs que ça a nu au scénario. Quand on te dit que t'as raté des mini-quêtes, t'as ton atome ludiste qui se réveille et qui te dit t'as raté l'achievement. C'est-à-dire, vous auriez dit tout ça c'est de la merde, on se barre, on retourne, on fait demi-tour, ça me serait allé aussi, hein. Le scénario était plus court, mais ça a du sens, tout a du sens, quoi, je veux dire. C'est un truc que je fais plus. Tu te souviens de Zero qui parlait de ses golems d'acier ? C'était pour simuler que le MJ était dirigiste.
Il disait, voilà, Déjà, tu as il y a 20 ans. tu as deux chemins. Tu as un chemin, tu sais, qui est dégagé avec un pancarte qui t'indique la direction de l'auberge, puis de l'autre côté, un chemin avec des golems d'acier qui te défoncent si tu t'approches. Les murailles en scénarium. Ça, alors, je pense que je l'ai fait, je l'ai fait passer un temps, mais non, je le fais plus du tout. Si les joueurs, j'ai toujours un scénar d'avance. Ce qui fait que si les joueurs veulent pas faire mon scénar, c'est absolument pas grave. J'en ai un deuxième. Parce que le à faire, je te le recasserai un autre jour. Là, je m'amuse à te titiller là-dessus. Tu parles de scénar d'avance. En même temps, improviser avec ce que tu as sur le tas et les briques qu'apportent les joueurs, c'est peut-être pas envisageable non plus. Parce que je veux dire, il y a 20 ans de ça, on avait déjà des très longues scènes qui reposaient uniquement sur des conversations entre PJ ou entre PNJ, non ? Enfin, je dis ça, mais non. Avec les PNJ, oui. Mais il est vrai qu'on ne discutait pas entre nous. On était trop occupés à se mesurer la bite et à engorger de l'XP. Oui, là, la particularité, c'est que vous parliez entre vous, et ce qui me soulageait pas mal. C'est très difficile de faire une équipe où les joueurs se parlent entre eux. Tu vas vraiment me dire qu'ils font pas du roleplay entre eux, la fine bande qu'on va pas nommer parce qu'on va pas les nommer à l'antenne ? Non, jamais. C'est PNJ avec qui ils discutent. Quoi. Tu es donc cette image d'Épinal du meneur qui a toujours joué avec le même groupe pendant des siècles, sans savoir que l'herbe pouvait... Non, je ne prétends pas que l'herbe pouvait être plus verte ailleurs. Je veux dire, si tu joues avec tes potes, c'est que ça te fait plaisir aussi. Mais... voilà, il y a énormément de profils de rôlistes et tu aurais pu te retrouver avec d'autres spécimens et avoir d'autres expériences. Je suis pas un conquistador, moi je suis un confortador. Ce qui fait que je sais, c'est le... tu me connais, enfin tu me connais peut-être, je suis quelqu'un qui est extrêmement fidèle en amitié. Oui. Faut vraiment, pour que perdre mon amitié, faut vraiment que tu sois qui tu sais. Oui. Mais tu vois, ça s'arrête. Personne celui qu'on doit point nommer. Voilà, bah si tu le fais, il apparaît. Ce qui fait que, oui, bah, je joue avec des gens parce que j'aime passer du temps avec eux, qu'ils aiment ma maîtrise, et après ils ont leurs défauts, mais je fais avec, quoi. Et donc, quand je suis arrivé sur Montpellier, je vais pas parler des groupes que j'avais avant parce que c'est pas intéressant pour toi. Le groupe que j'avais à Montpellier, bah tu te souviens, le groupe dont tu faisais partie. Oui. Et j'étais pas un groupe inintéressant, au demeurant. Hein. Tu sais, Zéro, il est pas inintéressant hein, en tant que joueur. Hein. Non, mais là, je ne dirais jamais le contraire. Humainement, en tout cas, il était effroyable. Et surtout sur des gens dépendants, c'était horrible. Mais, je veux dire, si ces mêmes gens étaient assez maso pour rester à ses côtés, c'est qu'il avait aussi une personnalité fascinante. Et sur table, c'était le cas aussi. Aucun doute là-dessus. Et donc, tu vas me dire que tous ces cercles de joueurs différents étaient juste là pour se faire divertir par le meneur, jouer des coudes pour être le meilleur et ne faisant en aucun cas du roleplay ou du drama entre eux ? Je réfléchis. J'ai eu un groupe qui a un peu mieux fonctionné. Je vais utiliser les pseudos. Hein. Tu te souviens de la campagne d'harmonie que vous avez faite ? Ouais. Et après, cette même campagne, je l'ai écrite. Et je l'ai écrite, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus étoffée. Et donc, je l'ai joué à un groupe de joueurs. Il y avait trois joueurs. Ça n'a pas bien fini. Enfin, ça va... Les 3 joueurs étaient vraiment très très sympas. Mais il y avait trop d'intensité émotionnelle dans la campagne. C'est merveilleux. C'est merveilleux, j'aurais adoré être à cette table. Et là, vraiment, on a fait du bon travail, si on peut dire. C'était bien. Il y a eu... j'ai réussi à faire des choses extrêmement difficiles à faire en campagne. C'est-à-dire ? J'ai fait en sorte que mes joueurs soient des héros. Et vraiment... En gros, le groupe, c'était... tu avais un fils de famille, de très grande famille, d'accord, qui a un peu décadent, tu sais, qui boit, qui trouve ses filles, et qui est complètement écrasé par le prestige de son père, qui est un personnage extraordinaire. Et il a avec lui sa petite sœur, qui est adoptée, et qui a eu une vie assez misérable avant, et qui est accompagnée par sa meilleure amie, qui est une nonne. Une religieuse, mais une militante, une nonne guerrière. Et donc ce personnage, tu sais, ce petit, ce fils un peu léger, on va le dire. Bon, c'était en quelques années de campagne. Hein, il est devenu un vrai héros. Au tout début de la campagne, tout le monde disait t'es qui toi ? Alors il disait son nom, il disait ah mais t'es le fils de machin. Ah d'accord, je vois qui tu es. Et à la fin, c'est son père disait arrivait et on lui disait mais t'es qui toi ? Bah je suis le père de machin. Ah c'est beau ça.
ça s'est vraiment fait sur le long terme, quoi. Et après, il y avait les joueurs dont la qualité permettait de faire ce genre de choses, mais je crois que c'est la seule fois où j'ai vu un joueur vraiment avoir le sentiment, déjà avoir de l'influence sur l'histoire. Oh putain. Et où il est passé de stade de trou du cul, si on peut dire. Bon, c'était un trou du cul avec du répondant quand même. Hein. Et à un vrai héros où les PNJ le reconnaissent comme une personne de valeur. J'ai une pluie de questions, bon sang, j'ai une pluie de questions, parce que là tu manques de trigger mes chevaux de bataille. T'es en train de me dire que le fait de pouvoir espérer influencer l'histoire, ça donne l'impression que ça, c'était plus une question de joueurs que tu as eu à un moment dans ta vie, de profils différents de joueurs que tu as eu, par opposition à tout ce que tu as eu avant? Ou c'est un raccourci facile? Après, j'ai eu une autre équipe après, d'accord. C'est l'équipe que tu connais, c'est la grande équipe, quoi, Ouais. pour dire. Et pourquoi il est impossible de faire de ces gens-là des vrais héros qui influencent l'histoire? Parce que bordel de merde, influencer l'histoire, ça c'est un putain de cheval de bataille, je veux dire. Déjà parce que tu peux le faire à Harmony, c'est assez facile. C'est assez facile parce que le monde est extrêmement riche et où il y a des centaines de PNJ. Harmony, c'est le seul jeu où tu peux faire de la politique. Parce qu'il y a des myriades de courants, il y a des myriades de PNJ, il y a tout un univers en contradiction. Tu peux choisir un camp. Tu peux jouer à Game of Thrones. Sauf que Game of Thrones, il y a 3 familles, à Harmony, il y en a 19. Et tout avec des PNJ, des histoires, des particularismes et des trucs comme ça. Mais tout ça, ça s'est construit avec... tu sais, ma joueuse que je fais en solo, là, depuis des années, on a construit à deux, on a construit un univers narratif extrêmement dense. J'imagine. Déjà sur ce qui avait été fait avant, et puis ainsi de suite, jusqu'au JPC au départ, quoi. Et où la pauvre, elle sait plus... Enfin, donc, on a tous des kilotonnes de notes, quoi, tu peux pas imaginer. Mais j'ai envie de revenir sur autre chose. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien pigé, t'es en train de me dire que donc, t'as eu des vrais héros à la table qui marquent l'univers parce que ce groupe-là a fait de la politique. Parce qu'ils se sont impliqués dans l'histoire. Alors que, habituellement, les joueurs dont tu es le plus coutumier, ils sont là pour buter les monstres, buter le boss, empocher le butin, se partager les objets magiques et passer à... C'est ça que t'es en train de dire? Et il y a une part de responsabilité chez moi. Hein. Oui, parce que, je veux dire, il y a aussi le fait de leur donner cette opportunité, je sais pas. Tout simplement, c'est que quand tu connais bien les gens, tu leur donnes ce qui... Alors, c'est une mauvaise idée de faire ça, hein, oui. Mais tu leur donnes ce qu'ils aiment. Oui. Et du coup, après, on n'a pas non plus un temps infini à consacrer à cette activité. Le Covid a tout tué, je le dis tout de suite. Oui. Le dernier groupe, d'ailleurs, que j'ai maîtrisé, c'était le groupe Kélésis 100%. Je vais essayer de trouver leur pseudo Vorax et Neutralness. Voilà, j'ai réussi à retrouver. Ce groupe-là, en fait, j'avais commencé par 2 joueurs. Ils m'avaient demandé de leur faire un petit scénar pépère, tu sais. Voilà, ils voulaient passer une soirée tranquille. J'aurais fait l'art de cette pendule. Je leur avais pas mal. Waouh. Et tu l'as joué 3 fois? Ou non, on parle vraiment de la première version? C'est la première version. D'accord. Et après, on a conservé leurs 2 personnages. Et on a continué dans l'histoire. Et l'histoire, je vais te dire comment était construite la quête. Elle était très très simple. C'est que il y avait... eux, c'était les mercenaires. Hein. Ils avaient un groupe de mercenaires. Et il y avait une petite histoire en amont. Et je ne vais pas te faire le détail. Hein. Mais en gros, c'est au début de la session, je leur disais, vous êtes, vous êtes au QG des mercenaires. Je vais le résumer. Et je leur donnais une liste de missions avec les récompenses qui étaient proposées. C'est-à-dire c'était les vrais mercenaires. C'est-à-dire les gens demandaient leur aide. Il y avait une liste. Et ils choisissaient un scénar parmi ceux que je leur proposais. Je leur en faisais 6-8 par session, et on jouait ça. Et ça marchait très bien, parce que c'était que des scénarios one-shot, et où ils cherchaient donc à obtenir une simple récompense pécuniaire. Ça a commencé un petit peu à déconner quand j'ai mis un fil rouge. Et tu sais, dans toutes les séries à épisodes uniques, on essaie toujours de créer une continuité, quoi. Oui. Toutes les séries font ça. Et c'est là où ça a moins bien marché. Ça alors? Ça a fini d'ailleurs par le dernier scénario du fil rouge. Mais on a mené la campagne au bout. Et ça, c'est déjà pas si mal que ça. Je peux pas m'empêcher de me demander si du coup, dans un univers parallèle, il y aurait pu avoir d'autres aventures qui auraient suivi la famille Pachignan au-delà de l'arbre de cette pendule, du coup. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça alors? C'est pas un groupe intéressant. J'ai pas trop aimé le groupe, je t'avoue. Tu n'as pas aimé les Pachignan?
Non. Oh, c'est super intéressant. Allez, à quoi ça joue? Le père est un enfoiré. Le père est un enfoiré, mais il est joué par un saint. Il est joué par un saint. Objectivement, solo flow, plus gentil, y a pas. Et du coup, sa bonhomie naturelle a teinté le perso. Je parle pas de Solo Flow, je te parle de Giorgio. Ouais. Donc c'est un personnage vraiment détestable. Tu couperas ça pour tes auditrices. Kaline est une pouffe. Elle est insupportable. Ah, t'as envie de la claquer toutes les 30 secondes. Et c'est pas une pouffe, c'est une pétasse. Et comment elle s'appelle Carole Nicole Carole, je crois. Ah, jusqu'au bout, tu nous la feras. Bah, il disait pas grand-chose et il n'était pas très développé. C'était pas un personnage très intéressant déjà à la base, donc je comprends qu'il ait eu du mal à rentrer dedans. Et donc du coup, voilà, c'était pas. Non, franchement, je saurais pas très bien vers quoi aller avec un groupe pareil, quoi. Ah, je suis content d'apprendre ça parce que c'est super intéressant. Je ne partage pas ton opinion, bien entendu, mais c'est super intéressant. Parce que j'assume totalement la façon dont j'ai joué Kaline et après c'est aussi côté drama où je la faisais aussi agressive avec son père, etc. quoi. C'était une chouineuse, quoi. Ah là là, la nana, elle a fait 3 ans, 3 ans de mercenariat. Oui. Elle déteste ses parents, quoi. C'est vrai. Mais après, c'est parce que j'ai poussé le drama. Je veux dire, nous autres, être passionnés, on est soumis à nos émotions. On est régulièrement dans l'erreur dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi pas dans un jeu de rôle, quoi? Je trouve ça génial, justement. Je trouve que tu as beaucoup plus de facilité à t'identifier à quelqu'un qui se fourvoie. Enfin, je vais pas totalement nier que c'était justifié aussi qu'elle soit en pétard. Mais en tout cas, ça m'intéressait de jouer là-dessus, de souffler sur les braises. Parce que je veux dire, chacun... Question de goût. Voilà, chacun a ses problèmes, chacun est capable de les surmonter avec ou sans aide et de devenir une meilleure personne. Mais enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai joué, c'est ainsi. Là, je joue là en tant que joueur cette fois-ci. Dans une équipe, il y a beaucoup trop de joueurs à la table. Il y a 6 joueurs, quoi. C'est n'importe quoi. Et en fait, je joue un personnage qui est très proche du tien. Mais toi, tu le fais bien. Parce que je le fais très différemment. Tu vois, j'ai pas dit que c'est mieux, je jouais très différemment. Et je mesure, comme il y a 6 personnes à la table, que du coup, ça tombe à l'eau. C'est pour ça que je privilégie les petites tablées, c'est pour laisser vraiment le temps d'explorer les personnages et que t'es pas juste des porteurs de torches, quoi. En gros, c'est la même histoire, c'est une jeune fille qui est adorée par ses parents, ils sont boulangers dans une petite... Si t'imagines, c'est la petite maison de la prairie en plus sympa. Oh putain. Parce que je rappelle, pour ceux qui ont vu la petite maison de la prairie, que c'était pas une série bienveillante. Hein. Alors, ils sont tous morts, voyons. Il leur arrivait des sacrées merdes. Hein. Donc, des trucs bien dégueulasses. Hein. Laura a décidé de devenir mercenaire, en fait. Et en fait, voilà, c'est une vie très sympa, puis jusqu'au jour où la petite, elle est foudroyée. Elle prend un éclair dans la tête. Ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance, mais elle meurt pas. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle aimait l'électricité. En termes de règles, des 5, c'est une sorcière Elemental Born. Est-ce que Nick Fury est venu lui proposer un job? Oui, c'est une mutante, hein, je dis tout de suite. Et d'ailleurs, je l'ai joué comme ça. Et elle contrôle pas du tout son pouvoir. Oui, et ça me rappelle justement son intérêt pour les choses charnelles auxquelles elle ne pourra jamais goûter. Enfin, sa curiosité. Et donc, à partir de ce moment-là, elle n'y peut rien, hein, mais inconsciente de son pouvoir, elle va blesser des gens autour d'elle. Et du coup, les gens du village, burn the witch, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et elle se retourne naturellement vers ses parents pour que ses parents la protègent. Et ses parents prennent le fait des causes pour le village. Bien sûr. Contre elle. X-Men à fond, quoi. Donc du coup, elle s'enfuit. Et là, elle va être récupérée par effectivement un groupe de mercenaires. Au début, ils voulaient s'en servir comme à miette, mais ils sont aperçus très très vite. On est dans un monde fantastique. Je sais, mais t'es trop nonchalant avec ça. Continue. Et donc, elle intègre un groupe de mercenaires, elle fait des choses très mal. Il y a une méchante, quoi, directement, hein, pas de souci. Jusqu'au moment, donc, il y a le PJ de 100% qui arrive, qui défonce le groupe de mercenaires méchants, hein, et qui va la prendre, elle, sous son aile, pensant qu'elle n'est pas mauvaise, que c'est juste les circonstances qui l'ont amenée à ça. Et donc, on commence un petit peu comme ça. Le personnage de 100% a un fils,
qu'il a adopté et qu'il a lui-même, c'est un chenil, hein, ce personnage, il traîne sur le trottoir. Et donc, le personnage que je joue, c'est comme ton personnage, Kaline. C'est quelqu'un qui a un problème avec sa famille, qui en fait, elle a été chassée par sa famille, elle leur en veut à mort, et elle a fait des trucs dont elle est absolument pas fière. Elle prétend que, évidemment, c'est normal. Elle est en colère pour éviter d'être honteuse. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est un personnage très très sombre, mais la différence, c'est qu'elle critique jamais personne. Elle ne fait chier personne. Elle fait juste la gueule. Ce qui me permet à une table de 6 de pas beaucoup m'exprimer et de jouer fluffistement, scénaristiquement, le fait que j'ai pas beaucoup la parole puisqu'on est 6. Donc du coup, comme je fais la gueule, ça passe. Après, le MJ, très récemment, c'était la semaine dernière, il a donné un petit coup de pouce au niveau le roleplay à l'équipe. Le MJ, il nous fait du PMT, hein, globalement, c'est ça qu'il nous fait faire. Et là, il s'est mis à faire un petit peu de roleplay, c'était très agréable, j'avoue. Où, en fait, c'est à partir de là que l'équipe a commencé à se poser à s'intéresser à mon personnage. Avant, il s'y intéressait. Il me considérait comme artillerie hors carte. Heureusement que ton histoire s'achève par ça, parce que j'aurais trouvé ça excessivement frustrant, parce que j'ai plein d'exemples de gens qui s'amusent à intérioriser leur personnage et laisser aucune clé de compréhension aux autres, aucun appel de phare. Alors après, t'as des gens qui sont suffisamment conscients de la table pour aller chercher, gratter, et ça donne du jeu. Mais moi, en la jouant aussi extériorisée et peu subtile, c'était aussi pour prévoquer du drama et provoquer des scènes, plutôt que de désespérer pendant plusieurs années d'avoir enfin une scène de roleplay après que le meneur ait fait les efforts, parce que bon, je veux dire, le brooding lone wolf qu'on connaît tous en JDR, les gens vont pas forcément le chercher parce qu'ils en ont croisé tellement avec des tables de jeux de rôle. Après, j'ai lancé des perches, hein, tu te souviens, je t'avais raconté 2-3 anecdotes. Le fait qu'elle soit très intéressée par le cul, c'était parce que dans la situation donnée où ça s'est présenté, c'était très drôle, ça fait rire tout le monde, et ça donne un petit peu de relief, tu sais, un personnage du moins qui est très terne au final. Oui. Mais les autres joueurs n'ont pas énormément rebondi. Là, ça commence un petit peu, mais c'est tu vois, ça s'arrête à ça, quoi. Je vois. Et c'est pour dire qu'on a en fait globalement les deux mêmes personnages. Mais on l'a pas traité de la même façon, oui, je vois ça. Et l'autre différence, c'est que ton personnage est beaucoup moins fort que le mien. Oui, ça je me doute. Mais moi, j'avais pas ce luxe. J'ai pas le temps. J'avais pas le temps pour ça. Et puis de toute manière, j'ai une tendance à être un peu obvious dans ma façon de jouer. C'est aussi parce que je suis une personne un peu obvious. Mais c'est parce que tu en... Je mets les pieds dans le plat. Je suis pas quelqu'un de très subtil. Ça peut pousser les personnages que j'incarne à la caricature, mais au moins ça provoque des choses, quoi, dans le temps imparti. Je vais pas te mentir, hein, si je suis allé à cette table, c'est pour 2 raisons. C'était pour être avec des gens que j'aime bien, d'accord, être présent là. Et le deuxième, c'est parce qu'on m'a flatté. Et tu sais très bien que je marche qu'à ça, moi. Hein, je marche à la C'est comme ça que j'ai pu t'avoir à l'antenne. Allons. Bien sûr que tu m'as vu comme ça, et je l'ai vu. Hein. On n'a pas la même approche du jeu de rôle. Tu en fais quelque chose. Tu en fais ta passion, mais un peu plus, puisque tu fais des podcasts, j'ai la vision que tu as une direction qui se professionnalise, on va dire. Et du coup, c'est ce qui peut nous amener à cette question. Tu m'as dit en off que tu t'étais senti dépossédé de ta maîtrise sur l'arbre des 7 pendus. Pourrais-tu nous en dire plus ? J'ai dit ça ? Alors moi, j'ai déduit quand tu m'as dit ça que ça venait de mes intrusions. C'est pas que je l'ai dit, ouais. C'est bon, ça t'est revenu parce que moi j'avais au début subodoré que c'était parce que regardez, là c'est un moment roleplay et donc je commence à arriver avec mes gros sabots d'amener du drama entre les PJ. Tu me coupais pour forcer une scène qui était pas vraiment intéressante et donc du coup oui, déposer la maîtrise dans le sens où c'était pas moi qui avait l'agenda. Alors après, si c'est bien à ça dont on parle, c'était les 1h40 de baston qui m'ont beaucoup troublé, sur lesquels on va revenir. Et de temps à autre, je tentais d'ajouter un peu de narration ou un petit peu de doute personnel. Voilà quoi, je tentais de faire des petites entr'actes parce que attaque-défense, je trouvais ça chiant à mourir. Mais on va y revenir. Bienvenue dans l'univers de Donjons & Dragons 5, hein. C'est super, on y viendra après du coup. Donc on va laisser ça en stand-by. Tu as dit que fighter les zombies était malvenu. Tu m'avais dit ça en off. Tu t'y attendais pas. Je m'y attendais pas, non. J'avais constitué les zombies comme étant une situation où les zombies donnaient avantage aux joueurs parce qu'ils emmerdaient Grégory.
Et d'ailleurs, quand je vous l'avais décrit, Grigory arrive, il met un coup, il tombe à zombie, tout se passe relativement bien. Et en tout cas pour lui. Et à partir du moment où donc Nicole a attaqué les zombies, bon là il a fallu que je change le fusil d'épaule et les zombies sont des zombies. Donc ils ont eu des points de vie, ils ont eu des caracs et des trucs comme ça. Ouais, et ce sont beaucoup plus agressifs. Ouais, le geste irréparable. Ouais, non mais c'est pour ça, j'avais envie que tu l'exprimes à l'antenne parce que c'est super intéressant. Et puis je m'étais aussi amusé à plaisanter en disant prédire à l'avance ce que vont faire les joueurs, allons à ton âge, tu ne fais plus ce genre d'erreur. Franchement, il y avait vraiment très peu de raisons d'attaquer les zombies. Ouais, mais on est des PJ. On est des PJ, on aime notre agentivité, le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et bon, bah, du coup, Street Tiger était dans cette direction-là, accorder le bénéfice du doute au nez à la barre de Kaline. Kaline, elle savait plus, elle levait les yeux au ciel pendant ça. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est aussi en voyant son père qui, oui, nous allons tenter d'assommer cet homme pour lui arracher des réponses. Donc, le fait de continuer à faire des dégâts non létaux alors que sa bidoche se répand sur le sol. Voilà. Je roulais des yeux, quoi, et j'enchaînais les tirs mortels parce que putain, papa va crever pour cette histoire juste pour avoir des réponses. Enfin, voilà, faut arrêter les conneries, quoi. Après, les joueurs ont fait ce qu'ils ont voulu, c'était pas un souci. C'est vrai, encore heureux. Bah, disons que je veux dire, c'est un jeu de rôle. C'est intéressant les situations cocasses où on n'est pas à notre avantage. Mais tu vois, tout simplement, s'il n'y avait pas eu ce malentendu PJ Zombie, oui. Malentendu qui aurait pu dissiper, on avait parlé tout à l'heure, si vous aviez fait les mini-quêtes, tout simplement, le combat, il aurait été extrêmement bref. Il aurait peut-être fallu ce qu'on appelle, alors tu vois, c'est toujours le mot name dropping, peut-être que si on avait fait du participationnisme, à savoir se donner la peine d'enquêter sur le mystère plutôt que d'être obsédé par le fait de se barrer pour chercher l'otard qui était sous notre nez, les choses se seraient passées différemment. Tout à fait. Voilà, avec ce qui a été mis en place en début de partie, c'était compliqué, puisqu'on a commencé d'abord par développer nos personnages. On évoque ça en off. C'est une question qui est évidente, qui n'a cessé d'être posée, mais je te la repose. Pourquoi le choix de ce scénario et cette ambiance pour une proposition de D&D 5 ? Parce que initialement, moi je suis ravi de ce scénario, pour toutes les richesses qu'il a, mais quand je suis venu te voir, c'était faisons du D&D 5. Et mine de rien, après cette intrigue, cette atmosphère, ce rendu historique, la dissonance ludonarrative, avec une mécanique comme D&D et ce qu'elle implique, elle est énorme. Alors, le pourquoi de ce scénario, t'es sûr que tu me connais ou pas? Je vous ai fait que des scénarios comme ça. Du coup, pourquoi continuer à m'autoriser ça avec D&D? Parce que c'est toi qui l'as voulu. Tu m'as imposé D&D comme schéma. Et comme c'est un système de règles qui en vaut un autre, pourquoi pas? C'est faux. Bon, j'ai testé pas mal de systèmes de jeu, aucun système n'est léger. C'est toujours tous les combats. Non, tu peux pas dire ça, parce que tu connais pas tous les systèmes que j'ai utilisés. Oui, les systèmes que j'ai utilisés, ils ont été écrits dans les années 80, au mieux. Alors D&D 5, non. Il y a... Et Night, c'est quand même... c'était quand même quelque chose d'assez crunchy aussi, même si les bastons de Night se sont bien mieux passés que celles de D&D, je trouve, sur la chaîne. Est-ce que tu es en bon terme avec les éditeurs du jeu ou pas? Relativement, j'aime bien le rester, donc si t'as pas aimé, j'en prends note. J'ai pas d'avis alors. D'accord, ok. Alors, dans le désordre, effectivement, je t'ai demandé du D&D 5, je m'attendais donc à avoir quelque chose qui évoque le D&D 5, tu es venu avec une proposition excessivement riche, excessivement bienvenue et inadaptée. Mais elle ne l'était pas forcément à tes yeux, puisque tu as dit que D&D 5 était un système aussi bon qu'un autre. C'est faux. Il est bon pour ce qu'on lui demande de faire, mais il était inadapté pour l'usage qu'on en a eu. Parce que je veux dire, quand tu mets en place quelque chose qui se veut réaliste, et que derrière, il faut vider 4 chargeurs dans la tête d'un gars pour avoir affiché 64 dommages dans sa tête avant qu'il riposte, il y a une dissonance. C'est aussi pour ça que j'ai adoré ton approche qui est de considérer les points de vie perdus comme de l'épuisement avant le coup mortel. Mais il y a quand même eu d'autres problèmes qui vont persister et je vais y venir. Au milieu de la partie, il y a eu ce fameux débrief où j'ai un peu craché dans la soupe, fidèle à mes habitudes, et c'est pas gentil, c'est pas cool, mais c'est aussi intéressant d'être franc, et où j'ai mis un doute sur le rythme de la partie, et il y a eu énormément de soutien dans les commentaires des gens qui ont adoré ça. J'avais tort. Le public a adoré dans l'ensemble. Mais sur la seconde partie de notre saga, les gens ont eu plus de perplexité vis-à-vis de ce qu'ils avaient trouvé en début de partie et ce qu'ils n'ont pas retrouvé à la fin. Il s'est passé quelque chose. Donc, on a déjà une partie des réponses. Le fait que, tu es venu parce que tu t'étais engagé, t'étais pas en état, t'avais envie d'en finir, et du coup, on a un peu perdu ce qu'on avait eu en place.
J'ai alors tenté de résumer le débrief auquel vous êtes censé avoir déjà assisté. Et cela de la façon la plus authentique possible. Je vais quand même laisser filtrer quelques passages clés. J'ai trop d'expressions que je comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles by the book ? Quand tu joues by the book, c'est quand tu respectes le livre tel qu'il a été écrit. Ça peut être absurde pour un meneur de la vieille école comme toi, où la façon de mener est plus importante que les règles. Mais depuis, t'as des courants. Alors, je suis perché parce qu'il y a un côté snob. Depuis, il y a l'école System Matters qui est née en disant un jeu doit être joué tel qu'il a été pensé par l'auteur. Bon, après, c'est pas aussi simple que ça. Les auteurs ont tendance à dire si vous voulez une expérience telle que je l'ai pensée, respectez ces règles. Si vous y jouez comme vous le sentez, faites-vous plaisir, ce n'est pas un crime. Ça, c'est très important, c'est quelque chose qui était un peu oublié. Les gens qui disent qu'il faut respecter les règles comme l'auteur l'a pensé, ça, c'est un peu comme les gens qui critiquent Kubrick parce qu'il ne fait pas du cinéma comme les frères Lumière. C'est le même principe. La règle, c'est un outil, c'est pas une pensée. Tu penses pas comme un marteau. Je suis désolé. Écoute. L'auteur, c'est pas celui qui fait les règles. L'auteur, c'est le MJ. Je suis désolé, fan. Pendant très longtemps, je lançais attribut plus skill, plus des 20 contre une difficulté, et j'ai découvert autre chose. Vraiment autre chose, une autre façon de jouer. Alors certains diront que je fais tout un pataquès pour pas grand-chose, mais j'ai vraiment trouvé des jeux qui sortaient des sentiers battus, et du coup les jouer tels qu'ils ont été pensés, ça m'a offert une expérience différente. Oui, mais bon, là on est en D&D 5. Oui, bon, ça va. Mais c'est juste pour défendre cet argument-là. Ouais, c'est un argument qui tient pas, mais bon. Parce que je me rappelle qu'à un moment tu m'avais dit oui mais moi je suis gentil, et je m'étais amusé à te dire rappelle-moi la fois où tu as poncé le front de mon personnage jusqu'au niveau à l'os, où l'antagoniste a gravé souviens-toi. C'était il y a... Non, tu vas m'en... Écoute-moi, tu te méprends. Je ne suis pas en train de te dire t'as vraiment été un salaud par le passé. Je suis en train de me dire tu m'as fait triper à cette époque-là. C'est-à-dire que j'ai senti le goût de l'échec. Mon personnage a touché le fond et c'était délicieux. Si ça se trouve, c'est toi qui m'as fait goûter ce goût pour l'échec. Parce que, est-ce que tu as vu la série Black Sails ? Je radote toujours sur la série Black Sails. Est-ce que tu l'as vu ? Je sais même pas ce que c'est. Black Sails, c'est une série sur la piraterie. C'est dédié à l'âge d'or de la piraterie avec Barbe Noire, Charles Vane, comment il s'appelle ? Rackham le Rouge et compagnie. J'adore cette série, c'est du HBO, ça baise un peu trop gratuitement au début avant de prendre sa vitesse de croisière, mais c'est un cas d'école pour tous les jeux qui ont un peu de PVP. Les allégeances changent tout le temps, les rapports de force changent tout le temps, t'as un personnage qui triomphe au début, qui va toucher le fond dans la séquence d'après, puis qui va ensuite être porté au nu par la suite. T'as un personnage qui va manipuler tout le monde avant de se retrouver tributaire de ses émotions, de ses engagements et se faire malmener. C'est génial. Et t'as vraiment des personnages qui souffrent, et pourtant qui triomphent derrière. Et ça, je trouve ça génial. Tu vois, le personnage n'est pas forcément tourné en ridicule, il n'est pas montré comme pathétique. Il prend des mauvaises décisions, il est victime d'être face à trop fort pour lui, il touche le fond, il en chie, mais après, il triomphe, et ça, c'est génial. Et quand même il triompherait pas forcément un défaut, parce que c'est quand même riche ce qu'il vit. Il vit des choses intensément. C'est un bon exemple aussi de PVP. T'as des moments où les PJ, les rôles principaux, se font des coups de pute vraiment poussés, ils y mettent vraiment les moyens. Il y a même des moments où, que ce soit par l'entremise, par l'intrigue, ou que ce soit par la voie des armes, sans même une armée, ils sont face à face, ils vont tenter de s'entretuer. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment réussir à avoir une vraie rivalité, un vrai jeu PVP, de trouver quand même des façons, quand l'heure du personnage n'est pas venue, quand on sent qu'il a encore quelque chose à vivre, de trouver des justifications dans l'histoire que les PJ ne s'entretuent pas à cet instant-là. Même si c'est aussi très intéressant de faire crever un PJ pour montrer que dans cette fiction-là, tout peut arriver. Donc voilà, c'était ma minute Black Sails. Je vais faire 2 remarques. Ouais. La première, c'est du HBO, c'est de la merde. C'est pas vrai. Watchmen, c'est génial comme série. Génial. Alors, HBO, c'est beaucoup trop compromis. Et ils ont imposé un style qui est un style malsain. HBO, je n'aime pas les séries HBO. Il faut voir un truc, c'est que l'offre sur Internet est tellement énorme, est tellement gigantesque, et moi je suis pas un très gros consommateur de séries. Quand je dis pas un très gros, je suis vraiment pas un consommateur de séries, que je ne vais pas m'embêter à faire l'effort d'aller vers des gens que je n'aime pas. Je préfère regarder une 3e fois les 5 saisons de She-Ra. Ok. J'entends, tu n'aimes pas, et t'as totalement le droit, et tu ne tentes pas de m'en dégoûter, c'est très bien aussi.
Et le comble dans tout ça, c'est que Black Sails n'a jamais été produit et diffusé par HBO. Mea culpa. Et derrière, une fois de plus, j'ai commencé à déblatérer sur on aurait pu jouer avec les règles de Cthulhu, voire avec tout plein de systèmes OSR, et ça aurait paru plus naturel peut-être pour la fiction qu'on a jouée. Donc voilà, là je t'ai tenu la jambe et j'ai juste tenu le micro pour te résumer tout ce que tu as raté. Tu ne t'es pas endormi, j'espère? J'étais en train de checker mes mails. Ok, je m'attendais à ce genre de réponse. Voilà, je t'ai tout dit. Ok. C'était cool. Tu n'as rien à dire là-dessus? Qu'est-ce que je dis? C'est votre impression et j'ai pas à discuter de vos impressions. Mais du coup, ça nous avait amené en off à cette conversation sur la quantité de bouquins que j'ai envie de te faire lire maintenant. Puisque tu m'avais évoqué en off ton envie de faire du mecha, tu m'avais aussi évoqué en off ton envie de faire du space op, et ton insatisfaction à trouver quelque chose qui ne soit pas aussi efficace que ton jeu préféré à base de classes d'armure. Et tu avais aussi parlé de ton passé de figuriniste qui faisait que tu avais quand même besoin de crunch, de décomposer les actions en multiples jets de dés, quoi. Et c'était aussi une conversation intéressante, même si on l'aura peut-être pas pour cet épisode-là, je veux dire... Est-ce que c'est si pertinent que ça? Bon, après, t'as des goûts de ludiste, donc tu vas en retrouver en JDR, mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce que tu as envie de raconter? Est-ce que tu penses aussi que c'est adapté aux envies de ton public? Je sais pas. Pas d'avis. No comment. Donc, on va s'arrêter là, je pense, et je vais te faire lire plein de bouquins qui existent, francophones ou anglophones, qui ont des fois des approches inhabituelles, sans pour autant totalement se départir d'un certain crunch. Il faut que tu saches que ces jeux-là existent. Si tu en restes à tes marottes habituelles, c'est pas un crime, mais ce serait bien que tu saches que ces jeux-là existent. Tu crois vraiment que je vais lire tout ça? Non, mais si je sais pas, tu vois, je pourrais jamais me le pardonner. Parce que t'es un conteur exceptionnel, en plus t'as un bagage historique qui fait qu'il y a une immersion folle quand on joue à tes tables, et je continue à avoir l'impression que les systèmes que tu emploies sont un obstacle à ton bonheur. Je me trompe peut-être, toi seul c'est ce dont tu as besoin, mais je me dois d'essayer de te montrer que d'autres voies existent. Alors je vais essayer de t'expliquer mon point de vue. Je sens que je vais manger chaud, vas-y. Non, même pas, ça, tu n'es pas impliqué là-dedans. C'est extrêmement chiant de lire des règles. Et il faut savoir que dans les milieux que je fréquente, quand on commence un nouveau jeu, c'est toujours moi qui dois lire les règles. Parce que comme c'est chiant, personne ne veut le faire, et donc ça tombe sur moi. Tu as raison, mais j'ai découvert des livres où lire les règles est passionnant. Et c'est pour ça que quand tu disais, tu m'as dit que j'étais un lecteur assidu et qu'en soi mon vocabulaire devait rester fourni, et là je t'ai répondu que je consommais que des audiobooks. À part les BD et les mangas, les seuls vrais bouquins avec des mots dedans que je lis, ce sont des livres de règles. Eventually. Donc au moment où on s'est quitté, on en était à lire les bouquins de règles, c'est chiant. Oui. Et moi, j'étais en train d'essayer de te dire qu'il y en avait des biens, et j'allais même ajouter que certains tiennent sur 2 à 5 pages. Oui, mais tu sais, ça c'est, comment pourrais-je dire, c'est un argument typique des nazis, ça. Oh nom de Dieu! Okay. Je tac direct. Enfin, oui, taquet dans ma glotte. Finis-moi là, tranchant de la main sur la nuque, c'est bon, t'as gagné. Oh la vache. Non, ce que je veux dire, c'est que l'argument de il y en a qui sont bien, d'accord, c'est un peu comme dire, tu vois, je vais essayer de trouver une analogie qui soit que tu puisses diffuser telle quelle sur ta chaîne. C'est comme dire, tu vois, que... Oh putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Eh ben, ouais, mais... Écoute, alors après, là tu m'as eu parce que je te viens de te dire, il y en a des biens, parce que justement la formule me fait rire. Mais du coup, tu t'en as emparé pour vraiment atomiser mon argument. Et de façon effroyable. Bon, bah, dans ce cas, je vais formuler. Je t'écoute. Il y a des livres de règles que j'aime vraiment, que je trouve bien écrits, bien pensés, et qui ne sont pas un annuaire assommant à lire. Certains ont peut-être un coût d'entrée un peu plus cher, et une fois que c'est assimilé, ça devient naturel. Ce que je dis vaut pour l'appel de Cthulhu, pour D&D, toutes versions confondues aussi. Et n'importe quel jeu vidéo où, une fois que t'as passé le tuto, tu te régales non-stop, quoi. T'as chopé le coup. Après, c'est toujours une courbe d'apprentissage, ce qui fait qu'il y a ce qui te paraît obscur un jour et lapide le lendemain, quoi. Mais c'est cette courbe d'apprentissage qui est chiante.
Du coup, tu es coincé, puisque de ton propre aveu, tu fais avec ce que t'as, mais tu veux pas découvrir autre chose? C'est pas que je veux pas, c'est que je fais toucher du doigt le côté laborieux de la chose. D'accord. Il y a une différence évidemment entre apprendre, je vais essayer de donner deux exemples de règles que tout le monde pourrait connaître, entre City of Mist Très inattendu. et Légende Celtique par exemple. Ou pire encore que City of Mist, c'est comment ça s'appelle? On m'a proposé de jouer à ça hier justement. C'est du D&D 5 simplifié pour les gamins de 6 ans quoi. Ça s'appelle... Ah je me souviens plus. Aide-moi toi qui sais tout. Je peux hélas pas t'aider. C'est pas vraiment pour enfants, hein. C'est une boutade. Ah. Mais du coup, c'était quoi? C'est vraiment un D&D extrêmement simplifié. Les Chroniques oubliées, ça s'appelle. Ah, le fameux, l'incontournable. Et Ah. est-ce qu'il est si simplifié que ça? Oui, il est vraiment simplifié, mais de tous les côtés. Dans le sens où le corps de règles reste le même, les combats restent les mêmes. C'est ça qui est remarquable. Remarquable, c'est ironique, hein, ce que je dis. Parce qu'en fait, le défaut des D&D 3.5 et le défaut des D&D 5, c'est tout simplement les combats sont trop lents. Ils sont vraiment beaucoup trop longs. Je sais pas pour les autres jeux. Hein. Je me souviens que la Pelluculus allait beaucoup plus vite, mais ça allait beaucoup plus vite vers l'extermination des joueurs. Donc c'était pas pertinent non plus. Et là, donc, ils ont simplifié les règles, ce qui fait qu'en fait, la création de ton personnage, le méta-jeu de ton personnage, le côté figuriniste de la création de ton personnage passe à la trappe, parce que le personnage il est d'une simplicité hors norme. Par contre, les combats donc, sont simplifiés, mais ils sont toujours aussi longs. Du coup, c'est un système qui ne permet aucun progrès. Au contraire, c'est assez particulier. Mais ça permet de jouer à Donjons & Dragons sans obliger tes joueurs à apprendre le bombardement aérien de règles, quoi. Parce que même des 5, c'est assez lourd comme système de règles. Je n'ai absolument rien pour réfuter cette affirmation, je suis pas équipé pour. Chronique oubliée, ça fait un bout de temps que ça orne mes boutiques de jeux de rôle. C'est très très sexy quand on le feuillette, mais par défaut, je me disais que ça allait pas être ma came, puisqu'en général, quand je regarde une fiche de perso, si elle m'inspire pas, je vais pas plus loin. Non, moi j'aime bien les feuilles de perso, tu sais, remplies de petites cases. Il y a des systèmes de jeu qui sont étonnants. Oui. Parce que, par exemple, j'ai joué à Torg. Ah, oulala. Et il y a une ressortie, hein, il y a une ressucée de Torg qui est sortie l'année dernière. Fatalement. Et le système de Torg, c'est... personnellement, moi, j'y bite rien du tout. Hein. Il y a une table universelle, incompréhensible. Les mecs, ils se sont... Je sais pas s'ils ont fumé ce jour-là. Ils ont fait exprès de faire un truc incroyablement compliqué. Et absolument pas intuitif. Mais le jeu tourne bien, je trouve. Le jeu est assez dynamique, il tourne assez bien. Le seul truc, c'est que pour le MJ, entre le moment où quelqu'un jette un dé et le MJ donne un résultat, il faut passer par au moins 2 tables. Je vois. Et je trouve que c'est beaucoup. C'est vrai que tu as certains jeux qui n'ont pas forcément la même exigence d'un côté comme de l'autre du paravent. Cependant, tu as cité City of Mist, et j'avais oublié que Vorax avait réussi à te mettre entre les mains un exemplaire de City of Mist. C'est assez incroyable. Il est un peu singulier comme jeu propulsé par l'Apocalypse, mais si j'avais pu imaginer un jour dire fan et jeu propulsé par l'Apocalypse dans la même phrase, je n'y aurais pas cru. Donc, qu'est-ce que t'as inspiré cet ouvrage? Pourquoi tu parles d'Apocalypse au milieu là? Parce que, en fait, City of Mist a cela en commun avec d'autres jeux d'être un jeu qu'on appelle propulsé par l'Apocalypse. C'est comme, on pourrait dire, motorisé par Chaosium, etc., quoi. Même si c'est les principes qui sont conservés, plus que le système, voilà. Enfin bref, tu as eu City of Mist entre les mains. Est-ce qu'il t'a inspiré quoi que ce soit? Mon avis, je l'ai pas vu tourner, donc du coup, j'ai vu que les fiches étaient très simples. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la liberté de ton qui est laissée au MJ et aux joueurs. En gros, d'après ce que j'ai compris, ton personnage est quantifié par 3 qualificatifs. Ça, hein, je crois que c'était 3. Un peu plus que ça, mais... Et c'est avec ces qualificatifs que tu vas obtenir des bonus sur tes dés. Mais ce qualificatif, il est laissé à la libre interprétation des joueurs et du MJ. Ainsi, par exemple, si ton personnage a le qualificatif invulnérable, eh bien, en fait, ça peut être invulnérable si tu joues dans un univers où il n'y a pas de... très basique, très banal, tu sais, le quotidien, n'a pas le même sens que si tu joues avec des super-héros.
Pareil, l'invulnérabilité peut être une invulnérabilité du style on ne te fait rien, ou alors ça n'a pas de conséquences. C'est-à-dire tu prends des blessures, mais elles se régénèrent super vite. Parce qu'on m'avait proposé un personnage qui était dans le bouquin, qui était un zombie qui faisait des arts martiaux, bon, pourquoi pas, et il était immortel, parce qu'il était déjà mort, il pouvait pas être tué, quoi. Mais il n'avait que ce qualificatif-là. Et donc, du coup, c'était un petit peu du style, tu pouvais dire, d'après ce que j'ai compris, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est dire, je suis au 6e étage, je vais sauter dans le vide, donc je vais utiliser un certain nombre de dés pour savoir si j'atterris en bas, mais comme je suis immortel, que je peux pas être blessé, je peux rajouter un certain nombre de dés parce que j'ai le qualificatif invincible. Et que normalement, même si je me casse les deux jambes, je vais me casser les deux jambes 10 minutes, quoi. Tout péter. Et ça va revenir. Et la souplesse du système avait un côté assez plaisant. Eh bien, tu vois, c'est même pas le mot système à ce stade, parce que typiquement, si tu me dis ça dans la partie, moi je te ferais peut-être pas lancer les dés. Si je sais pas, l'alerte vient d'être donnée, vous avez un cadavre sur les bras, les personnages se regardent en chien de faïence, oh mon dieu, oh my god, et toi tu dis, bon écoutez, moi ça me casse les couilles, on se retrouve en bas. Et tu sautes par la fenêtre. Je vais pas faire un léger pour savoir si tu prends des dégâts ou quoi que ce soit. Tu sautes par la fenêtre et t'es invulnérable, donc tu vas t'en sortir. La question est-ce que tu vas tomber nez à nez avec les forces de police en bas? C'est plus ça sur lequel je vais mettre un enjeu où l'aléatoire va rentrer en ligne de compte. Ça, par contre, tu peux pas y faire grand-chose dans l'absolu. D'ailleurs, l'intervention de la police, dans le sens où le... Oui, tout à fait. Les policiers étaient en droit d'imaginer qu'ils vont débarquer sur les lieux. Mais si tu tombes sur leur capot et qu'ils commencent à te braquer avec leur flingue, ou au contraire, si tu tombes dans une poubelle ou si tu tombes dans une arrière-cour, les conséquences sont pas les mêmes. Les conséquences immédiates ne sont pas les mêmes. Alors, je sais bien que les policiers, surtout les policiers américains, sont des gens un peu nerveux, je veux bien reconnaître. Mais si quelqu'un tombe du 6e étage sur ton capot et tu le mets en jeu avec ton flingue, t'es un peu énervé quand même, Oui, mais on est dans City of Mist, donc il y a des super-héros partout, absolument partout. Donc arrive un moment, tu finis par avoir des forces de l'ordre qui sont en phase avec leur époque et qui sont équipées pour affronter ce genre de situation. Et oui, mais après, là on parlait de système de règles, je connais pas du tout le monde de City of Mist. Donc si on parle que de système de règles, moi j'ai vu City of Mist comme la possibilité de faire ce que tu voulais, y compris un truc pas... Tu vois, ce que j'aime bien dans les univers de super-héros, c'est quand il y en a très peu. Parce que sinon, super, ça devient le nouveau normal, quoi. C'est ça. Et par exemple, le WoD, j'avais pas aimé. Parce que le WoD, t'es un vampire, et tu pouvais prendre, des mérites et des flots. On a tous vécu ça. Et en fait, j'avais proposé comme flot, ne peut se nourrir que sur un humain. Et là, le MJ, il a dit, mais c'est con, c'est pas un flot. J'ai dit, on est dans le WoD. Non, les humains, il y en a pas dans le WoD. Tu es taquin. Tu mords un mec au hasard, tu vas tomber sur une fée, une momie, un sorcier, un carreau, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'humains. Semble-t-il, ils ont disparu de la surface de la Terre, ces gens-là, quoi. À ce moment-là, Fan part dans une longue anecdote sur un personnage de vampire. Anecdote que j'ai jugé bon de zapper au vu de notre pluie de digressions. Il s'agissait d'un personnage insondable, quasi animal et franchement problématique en termes de cohésion de groupe. Et ici, le support écrit, car il s'agissait de jeux par forum, qu'on appelle play by post, lui permettait de dévoiler l'envers du décor. Ce qui pouvait rendre cohérent, du point de vue du personnage, les actes absurdes qu'il commettait dans le vaste monde. Vous vous en doutez, j'ai à nouveau radoté sur un argument que j'ai déjà donné dans un ancien épisode. Rappelez-vous. Et du coup, quand il a été confronté aux autres joueurs, les autres joueurs ne savaient pas du tout comment gérer ce perso. Il y a plein de jeux de rôle qui te permettraient de faire ça sur table et ce serait pas un problème. Ce serait pas au détriment du reste de la tablée. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a une grande partie de l'intérêt, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est typiquement le genre de personnage narcissique, tu sais, enfin narcissique d'un point de vue joueur, oui. C'est le joueur qui va raconter son histoire. Bon, les autres joueurs, ils ont peut-être autre chose à faire que d'écouter l'histoire de l'autre joueur, quoi, tu vois. Pas forcément. Alors, tu vas aussi plaider les avantages de l'écrit, où tu peux vraiment prendre ton temps sans que ce soit au détriment de la tablée, mais moi, sur table, ça m'aurait pas semblé déconnant, vu le type de jeu où je joue, où tu nous exposes l'envers du décor et tu le narres. Et c'était pas un crime, tu vois. Enfin, voilà quoi. Être un bon joueur, dans mon manuel, c'est aussi être fan des personnes, de tout le monde à la table. Et d'apprécier en tant que spectateur de ce qu'ils vivent. C'est ce que je vis, moi, personnellement. Quand c'est pas mon tour de jouer, sur certains jeux, je suis content de voir ce que font les autres. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est quelque chose que je pouvais pas faire il y a 20 ans sur Harmony avec notre tablée. Il fallait trop lutter pour exister. C'est une question de joueur. J'ai
J'ai connu ça dans la campagne que j'avais faite. Il y a une des joueuses qui était très en retrait. Mais ça l'embêtait pas, parce que l'histoire lui plaisait beaucoup, et elle voulait savoir ce qui arrivait aux autres, quoi. Tout à fait. Ce genre de profil est courant aussi. Cependant, je dois nous taper sur les doigts. L'idée, c'était de parler de... Ben voilà, je t'ai donné mon avis sur City of Mist. Je pense que c'est plein de potentialités, mais tu peux pas jouer avec n'importe qui. Du coup, c'est pas un déclic de te dire qu'il y a encore plein de jeux de ce genre-là dans la nature qui offrent quelque chose de nouveau? Ouais, mais quand je dis que tu peux pas jouer avec n'importe qui, je ne sais pas si je ne peux pas m'y inclure dedans. Intéressant. Puisque, comme je te dis, ça manque... il n'y a pas le côté chiffre que j'aime bien. D'accord. J'ai ma réponse. Je veux pas dire que je suis hostile. Je suis pas du tout... c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut que j'arrive à dépasser un a priori. Et tu sais, moi, les a priori, c'est un peu ma raison de vivre. Hein. Merci pour cette franchise. J'ai plus que 2 choses à aborder maintenant. Hein, j'ai eu des copines qui en savaient moins sur moi que toi, hein, du coup. Il y a un truc sur lequel j'ai eu le temps de cogiter quand même, c'est ton désamour sur les Pachinyan. Tu n'y es pas allé de main morte, mais pourtant tu les avais écrits au départ, ces persos. Et jusqu'ici, quand tu en parlais en termes des approbateurs, tu parlais des personnages. Pourtant, c'est nous qui les avons joués, donc j'arrive pas totalement à suivre. Alors, c'est parce que tu crois que je suis un être parfait. C'est très gentil de ta part, d'ailleurs. Et tu penses que tout ce que je le fais de façon réfléchie et faisant le prévisionnel de la suite. Non, je lance des idées comme ça, puis tu vois ce qui se passe. Hein. Vous avez interprété les personnages comme vous le voulez, et vous avez bien fait de le faire. Moi, ça m'a pas arrangé, mais c'est pas grave. Mais du coup, avec cette réponse, ça court-circuite la toute dernière question que j'avais à te poser, parce que j'ai ma réponse. Parce que, en fait, dans le premier épisode, tu as narré tout notre passé et notre lieu de vie avec plein de détails. Or, l'épilogue, le final, pour nos personnages, ceux qui sont devenus, c'est quelque chose qu'on a narré en ton absence. Et tu vois, je me demandais si ça t'intriguait, si tu aurais aimé participer à ce qu'on a décrit. Pas du tout. Parce que oui. Je suis absolument pas acteur de ce qui s'est passé. J'ai rien à en dire. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et voilà, après, que vous l'ayez fait, c'est une bonne chose. Vous y teniez, vous voulez savoir ce qui s'est passé par la suite. Mais, comment pourrais-je dire, pour moi, mon rôle de témoin est passé, quoi. Et une fois de plus, merci pour ta franchise. Je voulais juste mettre en lumière cette impression bizarre que ça laisse sur la tablée que tu as divertie pendant 4 sessions d'affilée. Ça donne l'impression que tu vois... tu as ta personnalité. Quand t'as rien à foutre de quelque chose, tu le dis. Mais du coup... ça fait gagner du temps, hein. Ah oui, j'imagine bien. Mais du coup, imagine ces pauvres petits joueurs que tu as laissés comme ça dans l'ombre en disant « L'avenir de vos persos, j'en ai absolument rien à battre. Racontez ça sans moi. Le message que ça nous envoie, au revoir, merci pour rien. » Enfin, on est quantité négligeable. Il y avait un petit peu cette impression-là. Alors, ça en dit beaucoup plus sur vous que sur moi, hein, par contre. Parce que tu peux imaginer, évidemment, que c'est pas du tout mon intention. Mais si vous l'avez ressenti comme ça, c'est que, alors, soit vous attendiez des choses que je n'étais pas prête à vous offrir, soit, je sais pas, vous avez un manque à ce point. C'est des personnages de one-shot. C'est pas la question. On a vécu tous une expérience, on s'est amusé, et quand c'était notre tour de prendre le micro, t'étais plus là, quoi. Bon, techniquement, t'avais une excuse, mais si j'amène ce sujet, c'est aussi parce que je sentais que t'aurais pas eu d'excuse, t'en avais rien à foutre. Donc c'était intriguant. Non, ça m'intéressait que modestement, mais parce que je suis pas dans le jeu. Et donc du coup, ce que vous faites entre vous, c'est bien que vous l'ayez fait, c'est pas un souci. Mais tu me demandais, en fait, il était déjà tard, il était déjà 23h30, je crois. J'étais sollicité ailleurs, j'étais fatigué, et tu me demandes, reste avec nous pour regarder ce qu'on fait, et toi tu participes pas. Tu sais, c'est un peu comme si on t'invite à une partouze, tu amènes ta femme et on te dit que toi tu vas juste regarder, quoi. Je suis un peu exigeant. Alors, fermez les yeux sur l'imagerie. Je pige ce que tu essaies de me faire comprendre. Je pige aussi, il est tard, arrive un moment, faut se barrer. Si je mettais pas le haut là, on y était encore pour une séance de plus, hein. Évidemment. Bon voilà, tu voulais vraiment en finir, quoi. C'est juste que ça a été regardé, ça a été conservé sur bande, donc il n'y a même pas cette curiosité de se dire que sont devenus Georgio, Nicole et Kaline. Bon, t'en as rien à foutre. Enfin, Complètement. Parce que ce sont des personnages one-shot. Ce sont des personnages qui n'ont pas vocation à perdurer.
Et du coup, c'est pas qu'ils sont pas attachants, c'est que je vois pas l'intérêt de m'y attacher. D'accord. Ok. Voilà comme ça, si tu veux trouver une image un peu moins négative. Non, oui, tout à fait. C'est plus positif, tout à fait. Je suis désolé de vous avoir donné cette impression négative. Il n'y a ni jugement, ni volonté de vous nuire dans... Quand bien même, mon but, c'était juste de comprendre. Et je pense avoir compris. Je n'ai plus de questions, votre honneur. D'accord. Est-ce que nous nous en arrêtons là? Nous pouvons nous retirer pour la gloire de la lumière noire. Quand tu le cites, de l'auteur, toi. Hein. Ah ouais. Je crois que c'est Jean Chalopin qui a fait ça, non? Tout à fait. Ah ouais, comme quoi, hein, il n'a pas fait que du bon. Hein. Oh, dis pas ça. Oui, c'est vrai que c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Pas bon, hein. Je rectifie le tir, écoute bien. Au revoir, à bientôt. Au revoir. T'as saisi la référence? Je repars dans les Ciné d'Or, non? Bah voilà. Ah, excuse-moi. Je n'étais pas très fan des Ciné d'Or, je suis désolé. Ok. Allez, bye.